La musique classique flottait dans l'air du grand salon, se mêlant au parfum coûteux des invités de Monsieur Moreau. Claire, comme une ombre discrète, se déplaçait avec une efficacité silencieuse, débarrassant les verres vides, redressant un coussin ici, un bibelot là. Aux yeux de la plupart, elle était une partie du décor, la jeune femme de ménage un peu terne, celle qui, à presque 30 ans, vivait encore sous le toit parental. Son visage, souvent baissé, ne laissait transparaître que peu d'émotion, mais derrière ses paupières mi-closes, ses yeux noisettes absorbaient chaque détail, chaque conversation feutrée, chaque regard condescendant. Ce soir-là, l'atmosphère était particulièrement chargée. Son père, Charles Moreau, un homme à la stature imposante et à la voix de stentor, recevait des relations d'affaires influentes. Claire avait passé la journée à s'assurer que la demeure soit impeccable, un effort invisible pour lequel elle ne recevrait aucune reconnaissance. Elle venait de terminer de ranger discrètement la cuisine lorsque son père l'appela depuis le salon. Une boule se forma dans son estomac. Ses appels en public étaient rarement de bon augure. « Claire. Venez ici une minute. » Elle s'avança, sentant les regards converger vers elle. Son père se tenait près de la cheminée, un verre à la main, un sourire qui ne trompait personne sur son humeur. « Messieurs, » commença-t-il d'un ton faussement jovial, balayant l'assemblée de la main, « je vous présente ma fille, Claire. » Il marqua une pause, laissant le silence s'installer, avant de lâcher, avec un mépris à peine voilé, « c'est une femme de ménage médiocre. Elle n'a jamais évolué professionnellement et continue de vivre sous notre toit. Quelle déception pour notre famille. » Les mots, froids et tranchants comme du verre brisé, suspendirent le temps. Quelques invités esquissèrent un sourire gêné, d'autres détournèrent le regard, mal à l'aise. La chaleur monta aux joues de Claire, mais elle garda la tête haute, son regard fixant un point invisible derrière son père. La douleur était une vieille amie, mais ce soir, elle avait un goût particulièrement amer. Son frère, Bastien, plus jeune et doté d'une sensibilité qui échappait à leur père, intervint, la voix étranglée par l'indignation. « Père, tu es vraiment sérieux en disant cela ?» Charles Moreau haussa un sourcil arrogant. « Et pourquoi ne le serais-je pas? Il faut bien appeler un chat un chat. » C'est alors que quelque chose bascula en Claire. Une flamme s'alluma dans ses yeux noisettes, chassant l'ombre de la soumission. Un calme étrange, presque inquiétant, s'empara d'elle. Elle releva le menton, et pour la première fois depuis des années, elle regarda son père droit dans les yeux, sans ciller. « Peut-être, père », sa voix était posée, mais elle vibrait d'une intensité nouvelle, « est-il temps que tu découvres, ainsi que tes invités, qui je suis, vraiment ?» Un silence de plomb s'abattit sur le salon. Les sourires avaient disparu. L'assurance de son père sembla légèrement vaciller devant cette transformation soudaine. Lentement, Claire porta la main à son sac à main usé, celui qui semblait aussi modeste qu'elle. Elle l'ouvrit et en sortit, non pas un chiffon ou un produit d'entretien, mais une fine carte plastifiée, d'un bleu officiel, ornée d'un hologramme discret. D'un geste assuré, elle la tendit vers son père, le symbole brillant sous la lumière des lustres. Personne ne pouvait encore distinguer clairement ce que c'était, mais l'objet contrastait si violemment avec l'image de « femme de ménage médiocre » que l'incompréhension et une curiosité fébrile se peignirent sur tous les visages. Le souffle coupé, Bastien la fixait, tandis que son père hésitait, sa main à mi-chemin, comme craignant ce que cette petite carte allait révéler. Le silence dans le salon Moreau était si épais qu'on aurait pu le trancher au couteau. Tous les regards étaient rivés sur la petite carte bleue que Claire tenait, son éclat presque insolent sous les lumières opulentes. Charles Moreau, son père, la prit enfin d'une main tremblante, ses yeux parcourant les inscriptions avec une incrédulité grandissante. Son visage passa de la suffisance à une stupeur teintée d'une nuance de crainte. « Mais, c'est impossible », balbutia-t-il, la carte semblant lui brûler les doigts. « Analyste financier senior, chez Aegis Global Investissement ? C'est une plaisanterie ? » Aegis Global Investissement n'était pas une petite entreprise. C'était l'un des cabinets de conseil et d'investissement les plus réputés, les plus inaccessibles d'Europe, un nom qui évoquait des transactions de haut vol et une discrétion absolue. Claire récupéra doucement sa carte. « Aucune plaisanterie, père. C'est mon poste depuis 5 ans. » Sa voix était toujours calme, mais une force nouvelle y résonnait. «
Quant à mon rôle de femme de ménage médiocre, disons que c'était une couverture nécessaire. Une façon d'observer, de comprendre certaines choses de près, sans attirer l'attention. Un murmure parcourut l'assemblée. Les invités se regardaient, certains avec un début de respect, d'autres avec une méfiance accrue. Comment avait-il pu être si aveugle? La jeune femme effacée qu'ils ignoraient ou traitaient avec condescendance était une louve déguisée en agneau. Bastien, lui, fixait sa sœur avec une admiration naissante. Claire, pourquoi? Pourquoi tout ce secret? Avant qu'elle ne puisse répondre, un flashback rapide, une image fugace mais nette, traversa l'esprit de Claire. Elle se revit, plus jeune, peut-être adolescente, cachée dans l'ombre d'une porte. Elle entendait des voix d'adultes, une conversation animée et tendue. Le nom de Madame Élise Vance était prononcé, mêlé à des mots comme trahison, ruine injuste, dossier disparu. Elle se souvenait du chagrin silencieux de sa propre mère, peu avant sa maladie, un chagrin lié à cette Élise Vance. Ce souvenir, bien que fragmentaire, était la graine de sa détermination. Il ne s'agissait pas seulement de prouver sa valeur à son père, mais de quelque chose de bien plus profond, une quête de vérité, une injustice à réparer qui hantait les fondations de leur famille. Elle revint au présent. Les raisons sont complexes, Bastien. Et ce n'est ni le lieu ni le moment de tout dévoiler. Son regard effleura son père, qui semblait avoir vieilli de 10 ans en quelques minutes. Disons simplement que j'avais besoin de comprendre le véritable fonctionnement de certaines choses, et de certaines personnes. La soirée se termina dans une confusion palpable. Les invités partirent rapidement, leurs esprits bouillonnant de questions et de spéculations. Une fois seul, Charles Moreau tenta d'obtenir plus d'explications, alternant colère et supplication. « Tu te rends compte du ridicule? De la honte? Pendant toutes ces années. La honte, père, le coupa Claire, sans élever la voix. La honte de travailler honnêtement, quel que soit le travail? Ou la honte de découvrir que votre perception de la réalité était erronée? Je vous laisse méditer là-dessus. » Elle se retira dans sa chambre, laissant son père seul avec ses doutes et une angoisse nouvelle. Il commença à se demander ce que sa fille avait bien pu découvrir en jouant ce rôle si près de lui. Quel secret de famille, quelle transaction passée, avait-elle pu effleurer? Le lendemain matin, une Claire transformée quitta la maison familiale, vêtue d'un tailleur élégant, son sac à main modeste remplacé par une mallette en cuir sobre. Bastien l'attendait près de la porte. « Je ne comprends pas tout, Claire, mais je suis de ton côté. Si tu as besoin de quoi que ce soit. » Un rare sourire effleura les lèvres de Claire. « Merci, Bastien. Ça compte beaucoup. » Plus tard dans la journée, dans les bureaux ultramodernes d'Aegis Global Investissement, Claire présentait une analyse complexe à un comité de direction. Sa perspicacité et la clarté de son raisonnement impressionnaient. C'est en sortant de cette réunion qu'elle bouscula quelqu'un dans le couloir, faisant tomber une pile de dossiers. « Oh, pardonnez-moi, je suis tellement... » commença-t-elle en se penchant pour ramasser les feuilles éparpillées. « Aucun problème, cela arrive. » Une voix masculine, calme et légèrement amusée, lui répondit. En relevant les yeux, Claire croisa le regard de Raphaël. Grand, le cheveu châtain légèrement en désordre, avec des yeux vifs et intelligents qui semblaient tout observer. Elle l'avait déjà aperçu dans les locaux, il était réputé pour être un juriste brillant, spécialisé dans les litiges financiers complexes, récemment recruté par Aegis pour une mission spécifique. Leur première véritable interaction. Une étincelle indéfinissable passa entre eux, un mélange de curiosité professionnelle et d'une tension plus personnelle, presque une reconnaissance muette. « Claire Moreau, n'est-ce pas ?» dit Raphaël, un léger sourire aux lèvres, en lui tendant les derniers feuillets. « J'ai entendu parler de votre travail. » Impressionnant. Claire sentit une légère rougeur monter à ses joues, un sentiment qu'elle n'avait pas éprouvé depuis longtemps. « Merci. Et vous êtes Raphaël Valois, je crois. En personne. Peut-être aurons-nous l'occasion de collaborer un jour. » Son regard s'attarda une seconde de trop sur le sien avant qu'il ne s'éloigne, la laissant avec un sentiment étrange, un mélange d'appréhension et d'une excitation inattendue. Sa mission secrète venait peut-être de rencontrer un nouvel allié, ou un obstacle imprévu.
Les jours qui suivirent la révélation de Claire furent marqués par une tension palpable au sein de la demeure Moreau. Charles, son père, oscillait entre une colère sourde et une curiosité angoissée. Il avait tenté de la questionner, mais Claire restait maîtresse d'elle-même, ne lui livrant que des bribes d'informations calculées. Sa couverture à la maison n'était plus celle de la femme de ménage invisible, mais celle de l'analyste financière dont les motivations restaient nimbées de mystère. Elle continuait d'observer, mais son regard avait changé, il était plus direct, parfois même évaluateur. Chez Aegis Global Investissement, Claire excellait. Son bureau, autrefois anonyme, reflétait désormais sa personnalité, organisé, précis, avec quelques touches discrètes qui laissaient deviner une profondeur insoupçonnée. Elle passait des heures à éplucher des bilans financiers complexes, à traquer des flux monétaires à travers des montages de sociétés écrans. Sa mission secrète, celle qui la consumait depuis des années, exigeait une discrétion et une expertise hors du commun. Le nom « Vance » n'apparaissait jamais sur ses écrans officiels, mais les schémas qu'elle recherchait, les dates, les types de transactions, tout la ramenait à cette vieille affaire, à cette intuition que l'injustice subie par Élise Vance avait des ramifications financières bien dissimulées. Un après-midi, alors qu'elle analysait les archives d'une société liquidée depuis longtemps mais dont le nom revenait curieusement dans de récentes acquisitions suspectes, son ordinateur émit un bip discret. Un message crypté apparut, une simple phrase, « Ils savent que quelqu'un fouine. Soyez prudente. » L'expéditeur était anonyme, une source qu'elle avait cultivée dans l'ombre au fil des ans. Un frisson lui parcourut l'échine. Le danger, autrefois une abstraction, devenait tangible. Qui était-il? Jusqu'où irait-il pour protéger leurs secrets? Son chemin croisa de nouveau celui de Raphaël Valois. Ils furent assignés ensemble à un nouveau dossier, une tentative d'OPA hostile sur une petite entreprise technologique prometteuse. L'attaquant était un fonds d'investissement aux méthodes agressives et aux origines opaques. Moreau, Valois, leur avait dit leur directeur, « Je veux une analyse complète des faiblesses de la cible et des motivations réelles de l'acquéreur. Soyez exhaustifs. Et discrets. » Travailler avec Raphaël était à la fois stimulant et déstabilisant. Il était vif, son esprit analytique rivalisait avec le sien, mais il y avait aussi cette étincelle dans son regard lorsqu'il débattait avec elle, une curiosité qui allait au-delà du professionnel. Cette structure financière de l'acquéreur, Orion Capital, dit Raphaël un soir, alors qu'ils étaient penchés sur des diagrammes complexes dans une salle de réunion tardive, elle a quelque chose d'étrangement familier. Ces sociétés holdings en cascade, ces prête-noms. J'ai déjà vu ce genre de montage dans des affaires de dissimulation d'actifs. Claire sentit son cœur s'accélérer. Les montages d'Orion Capital ressemblaient étrangement à ceux qu'elle soupçonnait d'avoir été utilisés pour spolier Madame Vance. « Vous pensez qu'il cache quelque chose de plus gros ?» demanda-t-elle, essayant de garder un ton neutre. « J'en suis presque certain, » répondit Raphaël, son regard perçant. « Et vous, Claire? Qu'en pensez-vous? Vous avez l'air d'avoir une intuition particulière pour ce genre de choses. » Elle déglutit. « Je pense que la prudence est de mise. Et que nous devrions creuser plus profondément. » Une méfiance instinctive la retenait de partager ses soupçons les plus intimes, mais une partie d'elle désirait ardemment lui faire confiance. Pendant ce temps, Charles Moreau ne restait pas inactif. Utilisant ses anciens contacts dans le monde des affaires, il menait sa propre enquête sur Aegis, plus discrètement, sur les activités de sa fille. Il découvrit l'excellence de sa réputation professionnelle, mais aussi des rumeurs persistantes sur sa capacité à dénicher des informations que d'autres ne trouvaient pas. Un de ses vieux amis lui glissa à l'oreille, « Ta fille, Charles, c'est une virtuose des chiffres, mais elle semble chercher quelque chose de très précis. Quelque chose qui pourrait déranger du monde. » Ces mots le troublèrent profondément, ravivant des souvenirs qu'il croyait enfouis, des zones d'ombre de son propre passé. Bastien, de son côté, était de plus en plus intrigué par le changement de sa sœur. Il la soutenait, mais la nature exacte de sa mission le préoccupait. Un soir, alors que Claire était absorbée par son travail à la maison, il la vit consulter des documents anciens, des lettres jaunies et des photographies d'une femme élégante qu'il ne connaissait pas, Élise Vance. Subrepticement, alors que Claire s'était absentée un instant, il jeta un œil à une lettre ouverte sur son bureau. Il ne lut que quelques lignes, mais elles suffirent à le glacer. La spoliation était orchestrée de l'intérieur,
des noms que vous connaissez bien, le silence de votre famille a un prix. Il comprit alors que Claire ne jouait pas seulement sa carrière ou sa réputation, elle s'attaquait à quelque chose de bien plus dangereux, quelque chose qui pouvait détruire les fondations même de leur famille. Le dilemme se fit plus aigu, la protéger signifiait peut-être affronter leur propre père. La découverte des lettres concernant Elise Vance avait secoué Bastien au plus profond de lui-même. Le lendemain, il attendit Claire dans le petit jardin d'hiver de la demeure, un havre de paix où il se réfugiait parfois. « Claire, commença-t-il, sa voix empreinte d'une gravité nouvelle, j'ai vu les documents hier. Sur Elise Vance. Je ne sais pas tout, mais je sais que c'est dangereux et que ça te dépasse. » Claire le regarda, surprise puis résignée. Elle aurait préféré le protéger de cette partie sombre de leur héritage familial. « Bastien, je... » « Non, » l'interrompit-il doucement. « Ne me dis pas de ne pas m'en mêler. Cette famille, c'est aussi la mienne. Si père est impliqué, ou s'il a fermé les yeux sur quelque chose de terrible, je veux savoir. Et je veux t'aider. Tu n'es plus seul dans cette histoire. » Une vague d'émotion submergea Claire. Pour la première fois, le poids de son secret lui parut un peu moins lourd. « Merci, » murmura-t-elle. « Ta loyauté, c'est plus que je n'aurais osé espérer. » Elle lui expliqua alors plus en détail ce qu'elle avait découvert. Elise Vance, une amie très proche de leur mère, brillante femme d'affaires elle-même, avait été mystérieusement ruinée et avait disparu peu après une transaction majeure impliquant leur père et certains de ses associés de l'époque. Leur mère en avait été dévastée, persuadée d'une trahison, mais n'avait jamais pu en obtenir la preuve avant sa propre mort. Claire était convaincue que les responsables de cette spoliation étaient toujours actifs et puissants. Chez Aegis, l'enquête sur Orion Capital avançait. Claire et Raphaël passaient de longues heures ensemble, leurs esprits s'accordant avec une facilité déconcertante. Un soir, alors qu'ils examinaient des schémas financiers qui liaient Orion à des paradis fiscaux connus pour abriter des fonds d'origine douteuse, Raphaël posa son stylo. « Vous savez, Claire, dit-il, son regard cherchant le sien, il y a quelque chose de personnel dans votre façon d'aborder cette affaire. Une intensité qui va au-delà du simple devoir professionnel. Je ne cherche pas à être indiscret, mais si vous portez un fardeau, parfois, le partager peut l'alléger. » Claire hésita. La méfiance était une seconde nature pour elle, mais Raphaël dégageait une intégrité qui l'attirait. « Disons que j'ai une aversion particulière pour les injustices financières, Raphaël. Surtout quand elles brisent des vies. » Elle lui parla, sans entrer dans les détails de sa propre famille, d'une amie de sa mère, qui avait tout perdu à cause de manipulations similaires à celles qu'il suspectait chez Orion. Raphaël l'écouta attentivement. « Je comprends. Ce genre d'affaires laisse des cicatrices profondes. Sachez que si vous avez besoin d'un allié, ou simplement d'une oreille attentive, je suis là. » Un courant électrique passa entre eux, un mélange de respect mutuel et d'une attirance naissante, compliquée par les non-dits. La pression commença à monter. Un matin, Claire trouva sur son bureau chez Aegis une simple fleur noire, sans carte. Un symbole qu'elle ne comprit pas immédiatement, mais qui la glaça. Plus tard dans la semaine, alors que Bastien l'aidait discrètement à scanner d'anciens relevés bancaires de leur père qu'il avait réussi à subtiliser, ils furent interrompus par un appel anonyme sur le téléphone de Claire. Une voix déformée, menaçante. « Certaines portes du passé devraient rester fermées, mademoiselle Moreau. Pour votre bien, et celui de votre frère. » La peur s'insinua, mais elle renforça aussi leur détermination. Bastien, utilisant ses compétences en informatique, tenta de tracer l'appel, sans succès. « Ils sont professionnels, Claire. Et ils nous surveillent. » Pendant ce temps, Charles Moreau était de plus en plus tourmenté. Ses propres recherches l'avaient mené sur une piste effrayante, le nom d'Elise Vance revenait, associé à des investissements qu'il avait effectués au début de sa carrière, des investissements qui s'étaient avérés incroyablement profitables après la disparition de Vance. Il avait toujours cru à un coup de chance, à son flair pour les affaires. Mais les insinuations de son vieil ami, le comportement de Claire, et maintenant ses propres découvertes commençaient à dessiner une image bien plus sombre. Était-il possible qu'il ait été le bénéficiaire, même involontaire, d'une terrible injustice? L'humiliation qu'il avait fait subir à Claire lui revenait en pleine figure, non plus comme une simple erreur de jugement,
mais comme le reflet de sa propre cécité face à des vérités bien plus dérangeantes. Il se souvenait maintenant de la tristesse de sa défunte épouse, de ses allusions à une « dette morale » qu'il n'avait jamais comprise. Son doute se transformait en une angoisse lancinante. Sa réussite reposait-elle sur la ruine d'une innocente? Et sa fille était-elle en train de déterrer une vérité qui le détruirait? L'enquête sur Orion Capital s'intensifiait, et avec elle, le sentiment d'urgence qui étreignait Claire. Grâce aux compétences de Raphaël en matière de criminalité financière et à l'aide précieuse de Bastien qui, la nuit, explorait les recoins numériques des anciennes sociétés liées à leur père, une image terrifiante commençait à émerger. Ils découvrirent que les montages financiers opaques d'Orion Capital n'étaient pas une simple coïncidence. Ils portaient la signature, la complexité tordue, de ceux qui avaient orchestré la ruine d'Élise Vance des décennies plus tôt. Plusieurs sociétés écrans utilisées à l'époque pour siphonner les actifs de Madame Vance avaient été dissoutes, mais leurs directeurs et actionnaires fantômes réapparaissaient, comme des spectres, dans la structure d'Orion. La pièce manquante leur fut fournie par une source inattendue. Un ancien employé du cabinet d'avocats qui avait géré la liquidation des biens de Madame Vance, rongé par le remords, contacta anonymement Raphaël après avoir eu vent de l'enquête d'Aegis sur Orion. Il leur fournit des copies de documents qu'il avait conservés, des preuves irréfutables, des transferts de fonds illicites, des signatures falsifiées, et surtout, une note interne rédigée par l'un des associés principaux de Charles Moreau à l'époque, détaillant la stratégie pour neutraliser l'influence de EV et redistribuer ses actifs de manière profitable. Le nom de Charles Moreau n'apparaissait pas comme l'instigateur direct, mais il était en copie de plusieurs mémorandums, prouvant au minimum sa connaissance, et probable consentement passif, à la manœuvre. Pour Claire, ce fut un choc terrible, bien qu'elle s'y soit préparée. Élise Vance n'était pas seulement une associée spoliée, elle avait été une véritable mentor pour sa mère, une figure de probité et d'innovation. La mission de Claire transcendait la simple justice financière. Il s'agissait de restaurer l'honneur bafoué de cette femme, de tenir la promesse silencieuse faite à sa mère sur son lit de mort, celle de faire éclater la vérité, quel qu'en soit le prix. L'argent récupéré ne serait qu'un symbole, la véritable victoire serait la reconnaissance de la trahison. Le cœur battant, mais la résolution d'acier, Claire décida qu'elle ne pouvait plus attendre. Elle choisit le dimanche suivant, un jour où la maison serait calme, pour confronter son père. Bastien était présent, en soutien silencieux mais solide. Raphaël, bien que non physiquement là, savait que la confrontation aurait lieu, il avait aidé Claire à préparer ses arguments, la soutenant moralement à distance. Elle déposa les copies des documents sur la table du bureau de son père. Charles Moreau les regarda, d'abord avec irritation, puis avec une pâleur grandissante. « Qu'est-ce que cela signifie, Claire ? Encore tes fantasmes » tenta-t-il de bluffer, mais sa voix manquait d'assurance. « Ce sont les preuves de la destruction organisée d'Élise Vance, père, » répondit Claire, sa voix tremblante mais ferme. « Des preuves de la façon dont ses actifs ont été redistribués. Des preuves que tu savais. Peut-être n'as-tu pas allumé la mèche, mais tu as regardé l'incendie sans lever le petit doigt, parce que tu en tirais profit. Maman le savait, n'est-ce pas? C'est ça qui l'a rongé? » L'accusation directe, le souvenir de sa femme, firent s'effondrer la façade de Charles. Les larmes montèrent à ses yeux. J'étais jeune, ambitieux. Ils m'ont dit que c'était des affaires, que c'était comme ça que le monde fonctionnait. J'ai été faible. J'ai cru que je pouvais oublier. Son aveu était un torrent de culpabilité et de regrets tardifs. La scène fut interrompue par le bruit strident de l'alarme de la maison. Au même moment, le téléphone de Bastien sonna. C'était Raphaël, la voix urgente. « Sortez de là, tous les deux. Le système de sécurité d'Aegis a détecté une intrusion dans vos fichiers liés à Orion il y a quelques minutes, et mon contact m'alerte que des « nettoyeurs » pourraient être en route vers chez vous. Ils savent que vous savez. » La panique s'empara d'eux. Des ombres passèrent devant les fenêtres du bureau. Ils étaient piégés. Charles Moreau, galvanisé par la peur pour ses enfants, sembla retrouver une once de combativité. Par la porte de derrière. « Je vais les retenir. » Mais il était trop tard. Deux hommes, silhouettes sombres et menaçantes, firent irruption dans le bureau. L'un d'eux brandit une arme, non pas pour tuer, mais pour intimider, pour récupérer les preuves. Les documents,
mademoiselle Moreau. Et un conseil, oubliez Orion, oubliez Vance. Certaines personnes n'aiment pas qu'on remue le passé. Un terrible dilemme se posa alors à Claire, tandis que Bastien tentait de la protéger. Révéler toute la vérité au grand jour risquait non seulement de détruire ce qui restait de sa famille, mais aussi de mettre en péril la vie de ceux qui l'avaient aidé, y compris Raphaël. Tenter de négocier avec ces hommes, c'était se soumettre, laisser l'injustice triompher. Le point de non-retour était franchi, et chaque seconde qui passait rendait le choix plus impossible. Le chaos explosa dans le bureau. Avant que les intrus ne puissent mettre la main sur les documents les plus compromettants, Charles Moreau, dans un sursaut de courage paternel qu'on ne lui connaissait plus, bouscula l'un des hommes, créant une diversion. « Fuyez !» hurla-t-il à Claire et Bastien. « Par l'ancienne issue de service de la cave. Je les retiendrai le temps qu'il faudra. » Profitant de la confusion, Bastien attrapa le bras de Claire, ainsi qu'une clé USB discrètement connectée à l'ordinateur de leur père où il avait sauvegardé une partie des fichiers cruciaux. Ils dévalèrent les escaliers, le son de la lutte et des objets brisés résonnant derrière eux. La vieille porte de la cave céda avec difficulté, et ils s'engouffrèrent dans la ruelle sombre, le cœur battant à se rompre. La fuite. Ils étaient des fugitifs. Le « système » qu'elle avait cherché à démasquer venait de montrer ses crocs les plus acérés. Les documents originaux étaient probablement perdus, et leurs ennemis allaient sans doute s'empresser de la discréditer. Le premier appel de Bastien fut pour Raphaël. En quelques phrases haletantes, il lui expliqua la situation. Raphaël, dont la voix traduisait une vive inquiétude mais aussi une résolution sans faille, fut leur roc. « Ne retournez surtout pas chez vous, ni dans aucun lieu connu. J'ai un endroit sûr. Je vous envoie l'adresse. Soyez extrêmement prudents. J'arrive. » L'endroit était un petit appartement discret, prêté par un ami de confiance de Raphaël, un journaliste d'investigation qui avait lui-même eu affaire à des représailles. Là, terrés mais ensemble, ils commencèrent à panser leurs plaies, physiques et morales. Raphaël arriva peu après, apportant avec lui non seulement du réconfort, mais aussi son expertise. Il avait déjà alerté certains contacts discrets dans la police et la justice, sachant que les canaux officiels seraient probablement surveillés ou corrompus par l'influence des hommes qu'ils affrontaient. Il était clair que la carrière de Raphaël était désormais en jeu, mais il n'y avait aucune hésitation dans son regard. Son admiration pour le courage de Claire s'était muée en un sentiment plus profond, plus tendre. Cette nuit-là, alors que Bastien, épuisé, dormait d'un sommeil agité sur le canapé, Claire ne trouvait pas le repos. Les images de la confrontation, de la peur dans les yeux de son père, de la menace palpable, tournaient en boucle. Raphaël la rejoignit près de la fenêtre, où elle contemplait la ville endormie. C'est alors qu'un souvenir, plus complet et plus poignant que jamais, la submergea. Elle se revit enfant, âgée d'accent grave peine 8 ans. Madame Élise Vance n'était pas une étrangère, mais tante Élise, la meilleure amie de sa mère, une femme solaire qui l'emmenait au parc et lui racontait des histoires d'étoiles. Elle se souvint d'une conversation surprise entre sa mère et Élise, juste avant le drame. Élise, le visage défait, parlait de « confiance trahie », de « signature extorquée ». Puis, ce fut le silence, la disparition d'Élise, et le chagrin infini de sa mère, qui se sentait coupable de n'avoir rien pu faire. Sa mère lui avait fait promettre, avec ses derniers souffles, de toujours chercher la vérité et de se battre pour ce qui est juste, même si le monde entier te dit le contraire, ma Claire. Ce n'était pas seulement une question d'honneur pour Élise, c'était l'accomplissement d'une promesse sacrée, le seul moyen d'apaiser le fantôme de sa mère. La profondeur de sa blessure, de sa détermination, était là, dans cet amour filial et cette loyauté indéfectible. Elle raconta tout à Raphaël, sa voix brisée par l'émotion. Il l'écouta, la main posée doucement sur son épaule. Quand elle eut fini, il la prit dans ses bras. « Tu as porté ce fardeau seul pendant si longtemps, Claire. Tu n'es plus seule maintenant. » Dans le silence de la nuit, au cœur de la tempête, leurs regards se croisèrent, chargés d'une intensité nouvelle. Les barrières tombèrent. Ce n'était plus seulement de l'admiration ou de la camaraderie. C'était un amour né dans l'adversité, forgé dans le respect mutuel et la compréhension profonde. Raphaël se pencha et l'embrassa, un baiser tendre et passionné, une promesse de soutien et un refuge contre la peur. Dans ses bras,
Claire sentit une force nouvelle l'envahir. Le lendemain matin, l'atmosphère était chargée d'une énergie nouvelle. Ils n'allaient pas se cacher éternellement. Ils ont peut-être les documents originaux, dit Claire, son regard brillant d'une lueur combative, mais nous avons la vérité. Et Bastien a réussi à sauver une partie des preuves numériques. Et j'ai des contacts qui pourraient être prêts à écouter, si on leur présente un dossier en béton, difficile à ignorer, ajouta Raphaël, pensif. Bastien, les yeux cernés mais l'esprit vif, intervint. J'ai peut-être une idée pour diffuser l'information de manière massive et sécurisée, quelque chose qu'ils ne pourront pas étouffer facilement. Un de mes anciens professeurs est un militant pour la transparence des données. Le plan commença à prendre forme. Il était audacieux, risqué, leur dernière chance. Claire utiliserait son intelligence stratégique pour assembler les pièces du puzzle de manière irréfutable. Raphaël mettrait à profit son réseau et ses connaissances juridiques pour donner un poids officiel à leurs révélations et anticiper les contre-attaques. Bastien se chargerait de l'aspect technique de la diffusion, s'assurant que la vérité atteigne les bonnes personnes, au bon moment. C'était un combat de David contre Goliath, mais ils avaient l'amour, la loyauté et la justice de leur côté. Les jours qui suivirent furent un tourbillon d'activités fébriles et de tensions extrêmes. Le plan, baptisé « Opération Vérité » par Bastien avec une pointe d'ironie dramatique, fut méticuleusement mis en œuvre. Claire condensa des années de recherche en un dossier numérique implacable, chaque affirmation étayée par des preuves croisées, les transactions frauduleuses d'Orion Capital, leur lien indéfectible avec les architectes de la ruine d'Élise Vance, et les relevés bancaires partiels sauvés par Bastien qui suggéraient l'implication, au moins par négligence coupable, de leur propre père. Raphaël, de son côté, rédigea une note juridique concise et percutante, soulignant les violations criminelles et préparant le terrain pour d'éventuelles poursuites. Le moment choisi pour l'offensive fut une conférence internationale sur l'éthique financière, à laquelle devaient assister plusieurs des hommes d'affaires véreux qu'il ciblait, y compris le PDG d'Orion Capital, un homme puissant nommé Victor Crémé, connu pour son arrogance et son sentiment d'invulnérabilité. Grâce au contact du professeur de Bastien, un consortium de journalistes d'investigation indépendants de plusieurs pays reçut simultanément le dossier complet. Au même instant, Bastien lança une plateforme en ligne sécurisée où les documents étaient accessibles au public, rendant toute tentative de censure quasi impossible. L'effet fut celui d'une bombe. Alors que Crémé pontifiait sur la « transparence » depuis la tribune, les téléphones des participants se mirent à vibrer. Des murmures, puis un brouhaha croissant envahirent la salle. Les visages des hommes impliqués passèrent de l'assurance au masque blafard de la panique. Des journalistes, déjà informés, commencèrent à poser des questions incisives. La chute fut spectaculaire. Dans les semaines qui suivirent, plusieurs arrestations eurent lieu, dont celle de Victor Crémé et de ses principaux lieutenants. Des enquêtes furent ouvertes, des actifs gelés. L'empire financier bâti sur la spoliation et la corruption commençait à s'effondrer. Pour la famille Moreau, les répercussions furent immenses et douloureuses. Charles Moreau, confronté publiquement à ses manquements passés, bien que son rôle fût présenté comme secondaire par rapport au véritable cerveau, fut dévasté. Il ne chercha plus à nier. Dans une déclaration publique, il exprima des remords profonds pour sa lâcheté et son aveuglement volontaire. Il annonça sa démission de toutes ses fonctions et sa décision de verser l'intégralité de sa fortune personnelle restante à un fonds d'indemnisation pour les victimes de fraude financière, dont la première bénéficiaire serait symboliquement la succession d'Élise Vance, si des héritiers étaient retrouvés. La réconciliation avec Claire ne se fit pas en un jour. Il y eut des larmes, des silences lourds, et des conversations difficiles où, pour la première fois, Charles écouta réellement sa fille, découvrant la profondeur de ses blessures mais aussi l'incroyable force de son caractère. Il ne regagnerait jamais complètement sa confiance d'antan, mais un respect mutuel, teinté de tristesse et d'une compréhension nouvelle, commença à s'installer. Bastien, lui, fut un pilier pour tous les deux, sa loyauté et son courage ayant solidifié les liens familiaux sur de nouvelles bases, plus saines. Libérée du poids de sa mission, Claire se sentit d'abord étrangement vide, puis emplie d'une paix nouvelle. Elle avait tenu sa promesse. L'honneur d'Élise Vance était lavé, et celui de sa mère, indirectement, aussi. Elle n'avait plus besoin de se cacher, ni de prouver sa valeur par des moyens détournés. Sa véritable valeur résidait dans son intégrité, son courage et sa capacité à aimer.
Quelques mois plus tard, sous un soleil printanier, Claire et Raphaël se promenaient main dans la main dans le jardin du Luxembourg. Leur amour, né dans l'ombre et la tempête, s'épanouissait désormais à la lumière. Raphaël avait refusé une promotion prestigieuse pour créer son propre cabinet, spécialisé dans la défense des victimes de crimes financiers, et Claire était sa première associée. Ensemble, ils utilisaient leur talent pour des causes justes, choisissant leur combat avec soin. Claire songeait à créer une fondation au nom de sa mère et d'Élise Vance, dédiée à soutenir les jeunes femmes se lançant dans des carrières financières et à promouvoir l'éthique dans les affaires. Elle n'était plus la femme de ménage médiocre, ni même seulement l'analyste financière brillante. Elle était Claire Moreau, une femme entière, résiliente, qui avait transformé l'humiliation en force, l'injustice en quête de vérité, et qui regardait l'avenir avec une sérénité lumineuse. Raphaël s'arrêta et la regarda, ses yeux pétillants d'amour et d'admiration. « À quoi penses-tu » Elle sourit, un sourire franc et éclatant qui illuminait son visage. « Je pense que parfois, les tempêtes les plus violentes nous mènent vers les rivages les plus paisibles. Et que la vérité, aussi difficile soit-elle à atteindre, a un éclat incomparable. » Elle savait que son voyage ne faisait que commencer, mais elle n'avait plus peur. Elle avait trouvé sa voie, sa place, et un amour qui était son encre et ses ailes. L'éclat caché de Claire brillait enfin pour tous, et il était éblouissant.